Les gens ont des besoins et des désirs à certains moments, où certains désirs apparaissent, et donc voilà ce qui se passe. Et ça fait partie des choses que je voudrais vraiment avoir, et avec certains autres partenaires. Donc nous allons continuer à avancer en ce sens sans évidemment avec beaucoup de prudence, parce qu'il faut que nous soyons toujours prêts. Donc, ça fait plus ou moins 8 mois que le gouvernement est en place, et vous l'avez dit auparavant, des choses ont été faites. Un exemple, par exemple, vous avez des petites réunions en mini-cabinet, pas seulement des réunions avec tout le gouvernement, selon les répartitions des tâches. Il y a les questions de religion et d'État, il y a des questions économiques. Et 8 mois plus tard, est-ce que vous avez l'impression que les choses continuent à bien fonctionner, même au prix de sacrifices idéologiques? Eh bien, vous savez, je suis un centriste. Les centristes comprennent que le monde n'est pas un comité d'accueil. On continue à essayer de voir ce qui est faisable, et on le fait selon les circonstances. Les circonstances, c'est ce qui compte. Et donc, en effet, j'aimerais n'avoir que 18 ministres, au moins, bien sûr. Mais au début, je disais aux gens, je suis désolé qu'on n'a pas réussi à faire ça ou ça. Mais je refuse de m'excuser pour le fait que nous avons formé un gouvernement qui a sauvé ce pays des forces antidémocratiques qui étaient en train d'essayer de changer la situation d'Israël comme elle doit être, qui doit être un État démocratique juif, et la partie démocratique est aussi importante que la partie juive. Et donc, si nous voulons œuvrer de concert pour travailler sur ces sujets, nous devons défendre Israël comme démocratie et comme État juif. Donc, je refuse de m'excuser pour quoi que ce soit. Nous avons vu des rapports récemment sur l'utilisation de technologies d'écoute par la police. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a Netanyahou qui dit que c'est une violation des règles démocratiques, violant les droits à la vie privée, etc. Allez-y, allez-y, continuez, dit Monsieur Lapid. Eh bien, on a eu des rapports, on n'a pas eu des rapports, on a eu un rapport, un journaliste dans un journal, et actuellement nous n'avons rien pour soutenir ces allégations. Nous allons mis en place une enquête au ministère de la Justice pour nous assurer que les gens ne soient pas trop suspicieux et qu'il n'y ait pas trop de suspicions qui s'élèvent. Nous allons aller plus avant dans cette enquête avec le Mossad et le Shabak, qui n'ont rien à voir avec l'arène politique, qui peuvent aussi vérifier la situation. Nous ne trouvons rien sur ce qui... Nous n'avons pour l'instant rien trouvé sur ces allégations. Au début, quand les choses ont été publiées, ce que nous avons fait tout de suite, c'est une enquête nationale, une commission d'enquête nationale qui a été demandée. Et maintenant, pour l'instant, nous n'avons aucune preuve pour soutenir ces allégations. Donc voilà. Alors, ce que nous disons au début, c'est que si c'est vrai, nous allons faire une investigation sur tous ces points qui sont nécessaires pour nous permettre de traiter de ce sujet. Maintenant, nous avons les meilleurs experts du pays, et nous n'y voyons rien dans les publications. Donc, ils sont en train d'étudier la question. Maintenant, ce que nous essayons de vérifier plus avant si les allégations sont justes, c'est étrange. Dans le journal qui a publié l'histoire au départ, le journaliste et le journal refusent de publier ou de nous dire, de dévoiler leurs sources ou quelles preuves ils ont à cette publication. Donc, je tiens à être très prudent. Maintenant, hier, le Premier ministre a parlé ici
sur le deal de l'Iran qui risque d'être signé cette semaine avec un deal qui serait encore meilleur, encore moins bon que le précédent. Et donc, on se demandait comment ça allait fonctionner avec l'administration Biden. Et donc le deal n'est pas bon. Est-ce que vous êtes en faveur de cela? D'abord, il faut rappeler que nous avons un problème avec l'administration, entre l'administration américaine de Biden et Netanyahou. En fait, lever l'accord n'a simplement, enfin, ce qui s'est passé avec le précédent gouvernement, cela a gâché les relations entre Israël et les États-Unis, et on n'y a rien gagné à la fin de cet accord. Et donc, en fait, nous avons vu tous les problèmes. L'administration était en colère et en fait, toute la relation, on a pratiquement perdu notre statut bipartisan, le statut bipartisan d'Israël en Israël, ce que nous ne pouvons pas nous permettre. S'il y a un bien qui est essentiel pour Israël en termes de sécurité, c'est cette relation particulière et c'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. Et malheureusement, on a joué avec le feu avec cette relation. C'est ce que Netanyahou a fait. Et donc, nous avons d'abord restauré le statut partisan d'Israël aux États-Unis et nous travaillons très bien avec cette administration sur beaucoup de sujets. Et les accords d'Abraham, l'économie, la Syrie, toutes les questions de sécurité on peut parler ou ne pas parler. Sur l'accord nucléaire, nous ne sommes pas d'accord et nous ne sommes pas d'accord, mais nous savons qu'il va falloir travailler de concert sur les points qui seront la conséquence de ce désaccord et ces questions sécuritaires. Et donc, le retour au JCPOA, c'est un retour à un accord beaucoup plus faible, beaucoup plus problématique à cause des éléments de temporalité. Et donc, c'est très l'accord signé en 2015 devait durer 10 ans jusqu'à la levée des sanctions. On n'a pas levé, on n'a pas enlevé cet article, donc on va avoir une clause de caducité qui sera appliquée en 2025. Donc c'est très problématique. Nous n'étions pas satisfaits avec l'accord au départ et à l'époque on disait que ça nous posait problème, cette clause de caducité. Et bien entendu, nous sommes encore moins satisfaits maintenant si on reprend cet accord et qu'il nous reste 2 ans et demi seulement pour la levée des sanctions. Donc il y a un dialogue avec l'administration américaine sur certains sujets qui concernent cet accord. Premièrement, le fait que les Iraniens demandent l'annulation de la définition des gardes de la Révolution comme organisation terroriste. Or, les gardes de la Révolution sont l'organisation cadre du djihad, du Hezbollah, des Houthis au Yémen. Et donc, c'est une organisation terroriste en tant que telle. Donc, nous parlons avec les Américains de cela et tout le monde comprend bien dans l'administration que ça n'est absolument pas envisageable. Nous parlons aussi à propos de ce que signifie plus long et plus fort autour de cet accord. Nous voulons l'améliorer de manière différente et s'assurer que nous empêchons l'Iran d'arriver à un seuil nucléaire et donc
Nous allons voir comment nous mesurer à tout cela ensemble, comme nous sommes vraiment des alliés très proches, et notre capacité publique de dire nous n'avons pas signé cet accord, nous n'en sommes pas partie intégrante, cela ne nous engage pas, et nous ferons donc tout ce qui nous semble nécessaire afin de nous assurer que l'Iran ne devient pas un pays sur le seuil nucléaire. Donc, alors, nous avons ce problème de la clause de caducité dans 2 ans et demi, et ça, ce sont les positions que vous exprimez. Non, écoutez, je vous ai donné cet exemple parmi les autres de ce que nous débattons avec les Américains. Une des choses, un des changements, c'est que donc les Américains et les Israéliens peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'accord. Et en fait, les Israéliens ne semblent pas avoir de capacité d'impact sur l'accord. Non, écoutez, nous, gouvernement, sommes en charge de notre sécurité, de la sécurité d'Israël, des relations d'Israël avec les États-Unis. Je ne sacrifierai pas ces 2 biens essentiels pour avoir des gros titres dans la presse. Donc la chose facile à faire, évidemment, c'est hurler et crier et contester l'administration Biden. Ce serait totalement irresponsable. Je suis une personne responsable, nous sommes un gouvernement responsable, donc nous n'allons pas tirer des profits faciles en criant sur le toit, sur le compte, pour faire plaisir aux Israéliens. L'impact que cela aura, comme vous travaillez de concert avec l'administration américaine, vous continuez donc à dire que nous allons continuer à faire ce qui est nécessaire en termes donc de cyberattaques, d'assassinats ciblés, etc., etc. Est-ce que Israël prend ce type d'action? Est-ce que ça risque de toucher la relation avec les Américains? Écoutez, nous allons dire à un certain moment aux Américains, comme je l'ai dit, nous sommes des alliés proches, nous avons pourtant encore la liberté d'agir pour défendre la sécurité d'Israël. C'est ce que nous ferons, et si cela a des conséquences, eh bien, le prix à payer sera les conséquences qu'il faudra prendre en considération. Et donc, c'est pourquoi il nous semble très important justement de maintenir le dialogue comme nous le faisons jusqu'à présent. Donc il y a de très bonnes relations avec l'administration américaine. Il semble qu'au début, il y a eu une hésitation de l'administration Biden pour entériner les accords d'Abraham, en tout cas c'est ce qu'il semblait. Mais nous ne voyons pas en fait des choses qui se passent de manière vraiment active. Donc, la perception est très différente. Oui, en effet. You're married, right? Of course. Okay. Premièrement, vous avez raison. L'administration n'était pas hésitante. Il ne savait pas comment traiter de la question. Et je vais vous donner un exemple combien les relations sont amicales. Nous étions à la maison de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington, avec Blinken, Mohamed Ben Zayed et moi-même, et nous discutions comment œuvrer de concert. Et vous savez, quelqu'un a dit, ils savent comment faire. Et donc, il faut voir comment on peut œuvrer. Et donc, 5 days later, Monday, in Tel Aviv, in Jerusalem, here in Jerusalem, I'm sitting with Jai Shankar here in the Foreign Ministry. We're having a Zoom meeting where Sheikh Abdallah is in London and Tony Blinken is in Washington, forming a group of 4 that is going to work on infrastructure and economy projects. Nous étions donc
un groupe de 4 dans la région. Et donc, ce sont des dialogues ininterrompus. Nous avons travaillé et je vous garantis. So the administration is really into it because they understand the immediate gain. L'administration en est tout à fait d'accord parce que nous savons, quand nous sommes rentrés en fonction, que ce serait très difficile, que ça nous prendrait du temps jusqu'à ce qu'on puisse arriver à des résultats. La chose la plus importante maintenant à faire, et l'outil que nous avons, c'est de faire joindre d'autres pays dans les accords d'Abraham. Et il faut que ces accords d'Abraham, pour attirer d'autres pays, soient une histoire à succès. Et donc, il est essentiel d'avoir ce soutien américain pour ce faire. C'était important pour nous. Et j'ai été au Bahreïn, j'ai rencontré mon homologue. Nous avons visité un des navires américains et nous travaillons dans la région pour que tout le monde comprenne l'importance de ces accords d'Abraham. Et oui, nous parlons à divers niveaux, plus ou moins publics ou secrets. Russia-Ukraine, big story right now. First of all, I'm just curious, as the foreign minister of Israel, do you think Putin's going to invade? Vous pensez que vous allez réussir à être Premier ministre? Écoutez. Je pense que nous sommes en train de parler de l'Ukraine et pas du Premier ministre, donc il y a des efforts internationaux qui sont faits. Personne ne dit non quand il est invité à Paris, et donc on a bien vu l'intervention de la France. Et peut-être que ceci peut éveiller des espoirs, qu'il y ait des rencontres entre Biden et Poutine la semaine prochaine. Et donc, je pense qu'il y a encore de la place pour les efforts diplomatiques dans la crise ukrainienne pour essayer de calmer la situation. Là, vous êtes entre le marteau et l'enclume dans la situation. And so listen, we're sanctioning now Vladimir Putin and other top Kremlin officials and allies, whatever it might be, and we're expecting you to abide by that. On the other hand, as we have seen just in recent days, there was an alleged Israeli airstrike against Syria on Wednesday night. There was the infiltration of a drone on Friday, another drone a week before. Nous avons donc, en fait, Israël a une position difficile devant mélanger à la fois son alliance avec les États-Unis et en faveur de l'Ukraine, mais aussi avec la Russie, et vu sa situation en Syrie. Eh bien, c'est ce que nous essayons de faire. Il faut gérer les choses de manière discrète et calme. Et je vous dirai ce que j'ai dit déjà à plusieurs reprises, même si nous comprenons. Si vous ne respectez pas vos propres valeurs, eh bien, vous n'êtes pas véritablement un pays qui respecte son histoire, et c'est ce que nous sommes. Nous allons essayer de faire les choses comme il faut les faire, selon notre échelle de valeurs. Mais nous avons aussi des raisonnements
que nous devons prendre en considération dans notre processus décisionnaire. Et donc, comme je comprends les Américains et les Européens, nous sommes en fait dans une situation qui ressemble un peu aux pays baltes, c'est-à-dire que nous avons les Russes aux frontières nord, en Syrie, puisque c'est la Russie qui est présente. Nous devons donc prendre en considération aussi. Ce qui me préoccupe encore davantage, c'est le fait qu'il y a deux communautés juives énormes, tant en Russie, qui est la deuxième grande communauté du monde, et en Ukraine aussi. Donc, il faut que nous soyons encore plus prudents, plus prudents que n'importe quel autre ministre des Affaires étrangères au monde, parce que nous prenons cela très au sérieux et je crois vraiment dans la paix. Ariel Sharon a été le dernier qui disait, en parlant du fait que les gouvernements israéliens ne sont pas seulement le gouvernement d'Israël, c'est aussi la force leader du peuple juif. Et donc, si on peut expliquer cela aux Américains, je pense que les choses peuvent être comprises. Et je pense qu'en effet, il y a une compréhension à ce propos, et nous communiquons ça avec les Russes aussi d'ailleurs. Et là, justement, on voit l'expression de la relation spéciale. Ils comprennent nos besoins parce qu'ils nous comprennent, parce que nous avons un vocabulaire commun, nous avons des valeurs que nous partageons. Donc, pour bien comprendre ça, d'une perspective profondément historique aussi. Donc, nous pouvons en parler. I listened yesterday to Defense Minister Benny Gantz's speech at the Munich Security Conference. Benny Gantz a parlé à Munich. Benny Gantz spoke about a two-entity solution. Il a parlé des deux entités au niveau des Palestiniens. Quelle est la politique du gouvernement israélien à ces propos? La solution d'un État, de deux entités, quelle est votre idée? Quelle est la position du gouvernement? Écoutez, je n'ai pas écouté le discours de Benny hier, il faudra que je lui pose la question, je ne sais pas. Mais Benny Gantz est une personne très sérieuse. Et je pense que ce qu'il a dit, il l'a certainement pesé avec beaucoup de précaution. Je suis en faveur de la solution à deux États. Je pense que c'est la seule manière de résoudre ce conflit. Ce ne sera pas la fin du conflit, certes, mais ils ne sont pas prêts à disparaître, nous ne sommes pas prêts à disparaître. Donc, ce ne sera pas un mariage heureux, ce ne sera pas un divorce facile, mais nous devons divorcer. Et ensuite, prendre nos responsabilités, comme on l'a fait avant l'établissement d'Israël. Nous avions déjà une sécurité sociale, un système de santé, et les Palestiniens doivent prendre les mesures nécessaires s'ils veulent qu'on les prenne au sérieux pour avoir à l'avenir un État.